Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Ravi de vous y retrouver aujourd'hui encore. Alors, on connaissait les plateformes d'achat en ligne proposant des articles provenant de pays lointains, notamment l'Asie. Eh bien, une alternative si vous souhaitez consommer 100% français, ça s'appelle Fratch, c'est son nom, donc une plateforme généraliste proposant dans son catalogue, comme je l'ai dit, des produits Yann fabriqués en France. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de cette plateforme, alors vous allez tout nous dire dans un instant, on va même pouvoir la voir, naviguer avec vous en direct et ça va intéresser Catherine, je suis sûre, parce qu'elle est très très pro-français, Catherine. Elle n'aime pas quand on parle anglais, quand on dit des mots… non, c'est insupportable. Insupportable, voilà. Comment ça va? Et je vais très très bien. Bon, on est ravis de vous voir encore avec cette jolie petite chemise bleue qui met en valeur vos yeux, votre regard azur. Elle est absolument adorable. Non mais c'est vrai en même temps. Alors la semaine dernière, comme à l'accoutumée, on n'a pas eu le temps de terminer votre chronique, puisqu'on parle beaucoup pendant cette émission et qu'à chaque fois vous avez tellement de choses intéressantes à nous raconter qu'on est pris de court. Donc on va poursuivre avec le… vous nous avez dit que vous aviez fait une cure de sureau. Je ne veux pas dire de bêtises, donc j'attends. Vous vous êtes trompé parce que c'était du boulot, donc et vous, c'est le sureau. Et moi, je vais vous dire comment on peut fabriquer un formidable vinaigre avec du sureau. Très bien. Bon, on suivra ça avec attention. Et puis, depuis quelques jours, vous l'avez vu, ça ne vous aura pas échappé. Les lapins, poules et autres, alors non pas cochons, mais cloches par exemple, les œufs ont envahi les rayons des supermarchés ou des chocolatiers, puisque les fêtes de Pâques approchent à grands pas. Donc, on rejoindra Marianne Morizot dans un petit instant, qui reviendra justement sur toute la symbolique autour de Pâques. Et puis, elle nous a fait une petite sélection, Marianne, de chocolat bien de chez nous, et puis qui donne envie. Regardez comme c'est joli. Voilà pour le programme, mais tout de suite, je me tourne vers notre invité Yann. Alors Yann qui a créé cette plateforme 100% française avec des produits français, ça s'appelle Fratch. Alors déjà, ça veut dire quoi, Fratch, Yann? Alors, Fratch, c'est la contraction d'acheter français. D'accord. Donc, on ne va pas demander son avis à Catherine. Vous en avez… je vais le donner quand même. Allez. Je trouve que l'idée est formidable, on en a parlé avant le début de l'émission. Mais je me demande si le nom n'est pas un petit peu compliqué à retenir. Et j'espère pour vous, parce que je trouve que cette idée est géniale, qu'on se souviendra du nom. Mais on va lancer un sondage. Est-ce que, voilà, par exemple, si vous avez envie de nous répondre, voilà, est-ce que le nom de Fratch vous convient? Est-ce que vous le retenez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous reste en tête? Écrivez-nous si vous avez envie. Ah oui, c'est une super idée, ça. Mais oui, @azurtv.fr, voilà. Alors, Yann, c'est parti d'où cette idée? Vous en aviez marre du Made in China, par exemple, puisque c'est de ça, c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure quand je parlais des grosses plateformes, justement, où l'on trouve toutes sortes de produits. Ils proviennent, bien évidemment, souvent de Chine. Cette idée, elle est partie d'une petite dispute de couple. Ah bon? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Pour le Noël 2018, quand mon épouse a entrepris de reprendre la décoration de la maison, et on a reçu des colis venant de tous les pays du monde, dans des tailles énormes, pour des petites guirlandes parfois, et je lui ai fait la réflexion que ce n'était pas possible, qu'il fallait trouver autre chose. Et là, elle m'a répondu que s'il y avait une plateforme sur Internet qui regroupait les produits fabriqués en France, elle commencerait par regarder ce qui se fait à côté de chez nous avant d'aller chercher ailleurs. Et elle avait raison. Et c'est pas mal ça comme début, comme création de société, vous vous rendez compte? C'est une jolie histoire. Alors je ne sais pas si on trouve aujourd'hui des guirlandes sur votre plateforme, peut-être pas encore. C'est en cours. Oui, des guirlandes françaises. Alors du coup, vous avez mis un petit peu de temps, 2 ans, à tout mettre en place, parce que bien évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Comment vous faites votre marché, justement? Quel type de produits on peut trouver sur Fratch? Sur Fratch, on peut trouver tout type de produits. On est vraiment le catalogue généraliste de la fabrication française. Donc on a aussi bien de la mode, hommes, femmes, enfants, bébés, des jeux, des jouets. On a également tout ce qui va être alimentaire, alors avec des produits plus tournés sur l'épicerie fine, bien sûr. Et on va avoir de la décoration, ustensiles de cuisine. Et on est en train de développer une catégorie qui sera pour tout ce qui va être artiste. D'accord. Donc, aussi bien des tableaux, des photos, des sculptures. Pour la déco, par exemple. Pour la décoration. D'accord. On veut vraiment regrouper tout ce qui est fabriqué en France pour être présent sur le site. L'ergonomie est super, je trouve. Vraiment, parce que c'est clair, net, précis. Alors ça, c'est bien. Alors, ce qui est bien, Catherine, c'est que… Alors moi, je suis allée me balader un petit peu sur le site. On peut choisir, en fait, par région. C'est-à-dire on a toutes les régions, plein de petits onglets comme ça qui s'affichent. Et du coup, si on a envie de voir ce qui se passe au niveau des régions, vraiment des produits provenant de la région PACA,
On clique sur Région PACA et hop, on a les produits issus de la production de la région PACA. C'est bien ça, Yann? C'est bien ça, oui. En fait, il faut savoir que sur la partie technique, on a fait un développement sur mesure de notre outil. On n'a pas pris une licence, on l'a créé spécialement pour nous et spécialement pour les produits fabriqués en France. Donc on s'est dit, il y a deux façons de faire ses courses, d'aller regarder, découvrir de nouveaux produits. Soit on peut le faire par catégorie, ou soit on peut le faire aussi par région et par département. Ouais, c'est pas mal ça. Du coup, si on a envie de consommer de manière vraiment locale, vous en pensez quoi, Catherine? Je trouve que c'est une idée vraiment... Vous êtes seul à faire ça parce que je trouve ça génial, voilà. Donc il faut vite vous développer pour que vous deveniez le numéro 1, j'ai failli dire leader, non. Non, numéro 1 en France, parce que moi ça me plaît bien. Il est ouvert déjà le site? Le site est ouvert, est en ligne depuis le 5 novembre dernier. Ouais, donc je vais y aller. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver, vous, tiens, sur un site qui propose des produits français? Là, alors, si je vous dis... Écoutez, moi je suis un petit peu comme l'épouse de monsieur, c'est-à-dire que j'ai tendance à chercher ce dont j'ai besoin si je ne trouve pas tout de suite. Mais j'aimerais trouver ce que je cherche. Là, par exemple, ça fait 8 jours que je cherche un vinaigrier. Ah bah tiens, un vinaigrier, ça pourrait être un produit local. Comment vous faites d'ailleurs? Est-ce que vous faites des sondages, Yann, pour savoir ce que les gens aimeraient trouver en France, sur un site 100% français? Comment vous procédez? Pour débuter, donc on a démarré avec un site qui était vide au départ, bien sûr. Oui. Donc on s'est fait connaître, on a prospecté des entreprises fabricantes en France qu'on avait sélectionnées parce qu'on trouvait leurs produits intéressants, dynamiques, originaux et des produits qu'on ne trouve pas de partout. L'idée, c'est aussi le côté découverte qui est important pour nous. Un petit peu inédit, des produits ça. Inédits. Quand je vais sur Frash, je vais voir des produits que je n'ai jamais vus ailleurs et découvrir des marques que je ne connais pas. On a constitué le catalogue puisqu'on a à peu près maintenant 2500 produits proposés et on est en train justement de faire cette étude, savoir demander à notre communauté, aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, quels sont les produits, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir, de voir sur Frash, quelle catégorie de produits, qu'est-ce que vous avez envie. D'accord. Alors parfois consommer français ça coûte plus cher que de consommer, par exemple, chinois, puisque c'est les pauvres chinois, j'ai rien contre eux vraiment, mais c'est vrai qu'ils proposent des prix cassés, des prix bradés. Les copains chinois, mais je les embête pas, je les aime bien les Chinois, j'ai rien contre eux, Catherine, voyons. Est-ce que vous êtes soucieux justement de proposer des prix assez abordables? Oui, c'est important d'avoir un panel de prix vraiment assez large, que ce soit accessible à tout le monde. On a par exemple en cosmétique des crèmes à partir de 5 € sur Frash qui sont bio, qui sont faites en France, donc qui sont de la marque Avril, que l'on propose. Et on va avoir des produits plus coûteux à plusieurs centaines d'euros pour de la mode. Les produits français, on peut souvent penser qu'ils sont plus chers, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment comparer par rapport à la qualité. C'est vrai que souvent les fabricants français veulent faire mieux en qualité, mieux en écologie, et ça a un coût. Si on compare des produits vraiment sur leurs caractéristiques, ils ne sont pas plus chers ou pas beaucoup plus chers en tout cas. Mais surtout que là, je suppose que vous travaillez directement avec les entreprises, donc les entreprises vendent directement aux particuliers, donc il n'y a pas toutes les marges que prennent les distributeurs, les revendeurs, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne va pas le payer forcément beaucoup plus cher. Alors on travaille principalement avec des fabricants, c'est vrai, mais également avec des revendeurs. D'accord. Après, sur les fabricants, c'est vrai qu'eux, c'est une vente en direct. Voilà. Donc, ça leur permet, ça évite les intermédiaires et du coup de surpayer un produit. On le paye vraiment au prix de ce qu'il vaut réellement. Et puis, il y a une démarche environnementale aussi, puisque en commandant à proximité, notre produit ne fait pas le tour du monde avant d'arriver dans notre boîte aux lettres. Oui, c'est vrai que pour nous, ce qui est important, une des bases du projet, c'est de mieux consommer. Et une façon très facile de mieux consommer, c'est d'acheter français. Alors déjà, le côté environnemental, bien sûr, l'empreinte carbone qui est vraiment réduite. Et la plupart des entreprises françaises sont quand même soucieuses de la façon dont ils fabriquent leurs produits, au point de vue écologique. Ils essayent de trouver s'il peut y avoir des produits qui sont faits à partir, notamment dans le textile, de coton bio. Ils le font, ils le proposent, voire certains utilisent uniquement ces produits-là pour leur gamme entière. Il y a aussi le point de vue sociétal qui est important pour nous, avec l'emploi. Quand on achète un produit qui est fait en France, c'est quelqu'un une famille qui habite en France, qu'on embauche, qu'on emploie, qu'on fait travailler, et dans des conditions qui sont quand même bien meilleures que dans beaucoup de pays du monde. Et puis peut-être que depuis un an, les gens ont envie également de consommer davantage français, de soutenir la production française, puisqu'on sait très bien que les commerçants sont mis à mal avec toutes ces périodes de confinement et de fermeture de boutiques.
Oui, c'est vrai que depuis alors, la fabrication française a toujours été un peu tendance, ou en tout cas en train de revenir, mais ça s'est accéléré l'année dernière, en début d'année, avec le premier confinement, bien sûr, où on a pu voir sur certains produits d'ailleurs qui étaient importés et qui étaient en rupture de stock, on voyait qu'on ne maîtrisait pas, il y a beaucoup de choses qu'on consomme au quotidien qu'on ne maîtrise pas, et il y a ce grand retour de la fabrication en France, le refaire en France, qui est en train de revenir fortement. Bon, allez y faire un tour, comme ça vous verrez ce à quoi ça ressemble. Fraîche, donc le site internet, c'est facile à trouver, et le nom, vous verrez, c'est facile à se souvenir ou pas. Voilà, merci beaucoup Yann, en tout cas, d'être venu nous parler de votre plateforme. Vous restez avec nous, puisque les fêtes de Pâques approchent, bien évidemment, à grands pas. Alors, une fête religieuse qui est également devenue la fête des gourmands au fil des années. Alors, quelle est l'origine de toute la symbolique qu'on retrouve autour de Pâques? Eh bien, Marianne a enquêté pour nous. Un entretien qui a été enregistré hier. On la retrouve, Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Alexandra. Alors oui, effectivement, on a plein de traditions et d'histoires pour Pâques qui sont héritées de notre tradition judéo-chrétienne. Et donc j'avais envie un petit peu de vous les faire partager parce qu'en fait, c'est plein de petites histoires qu'on ne connaît pas forcément, notamment sur l'origine de pourquoi les cloches, pourquoi le lapin, pourquoi les œufs au final. C'est une bonne question quand même. Oui, c'est vrai, parce que nous, on est axé seulement sur la gourmandise, souvent chaque année, mais forcément, c'est toujours intéressant de connaître l'origine de toute cette symbolique autour des fêtes de Pâques. Alors, on veut tout savoir, Marianne, dites-nous tout. Alors d'abord, on va commencer par les cloches. Alors pourquoi les cloches? D'abord, on sait bien que dans notre tradition judéo-chrétienne, pendant la semaine sainte, donc du lundi au samedi, les cloches ne sonnent pas dans les églises. Et donc, on raconte aux enfants qu'à ce moment-là, les cloches sont parties se faire bénir par le pape à Rome, puisqu'elles se sont tues. Et quand elles reviennent, donc le dimanche de Pâques, avant d'arriver jusqu'à chez nous, elles ont semé au passage au-dessus des champs les fameux petits œufs en chocolat. D'accord, c'est mignon. Donc là, du coup, on a l'histoire des cloches et des œufs. Alors oui et non, parce que les œufs, en fait, ça remonte à encore un peu plus longtemps. En fait, juste l'Église a repris un héritage qui a commencé il y a plus de 5000 ans avec les Perses et les Égyptiens qui s'offraient des œufs teintés, notamment le jour du printemps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le printemps et Pâques sont vraiment très liés, puisque c'est une fête de la résurrection, mais aussi de la résurrection de la nature, de la fertilité. Donc, il y a aussi également les druides qui teintaient des œufs en rouge en l'honneur du soleil. Et puis, également les Romains qui, eux, de leur côté, cassaient un œuf le jour du printemps pour purifier leur maison. Voilà. Donc, il y a en fait tout un héritage autour des œufs. Après, en fait, l'Église catholique a repris l'idée des œufs, notamment au moment de l'instauration du carême au IVe siècle, où là, par contre, pendant tout le carême, c'est-à-dire 40 jours, il était interdit de consommer des œufs. Donc, on imagine qu'à cette époque-là, tout le monde avait forcément ses poules, un poulailler. Donc, il y avait toute une accumulation d'œufs et on se disait, mais que va-t-on faire de tous ces œufs? On les gardait et donc on allait les offrir le jour de Pâques, on allait les décorer pour une façon en fait de consommer ces œufs et de toujours pareil allier aussi le symbole de la résurrection, de la fertilité et le côté aussi simplement festif. Jolie histoire. D'ailleurs, on continue à décorer les œufs. Souvent, on le fait faire aux petits-enfants, notamment dans les écoles, pour les occuper et avoir de jolis œufs de Pâques tout peints par leurs soins. Et notamment, je trouve aussi beaucoup, cette tradition, elle est aussi passée, notamment en Pologne, dans les pays de l'Est, où il y a toujours cette tradition de décoration d'œufs peints qui est aussi très importante. Alors, vous allez me dire, mais comment le chocolat est arrivé dans tout ça? Eh bien, c'est plutôt au XVIIIe siècle où là, on a l'idée, effectivement, d'incorporer le chocolat. Mais c'est vraiment au XIXe où la production vraiment s'intensifie et se développe. Et il y a l'apparition de ces fameux moulages, des moulages d'œufs. Donc voilà, là, effectivement, après, dans la logique, c'est devenu un peu vraiment une tradition bien à nous. Et le dernier petit, c'est bien le lapin. Bon, alors forcément, je ne vous ai pas parlé de la poule, mais la poule et l'œuf, on comprend que les deux sont liés. Donc la poule et l'œuf, c'est normal que ça se soit mis naturellement. Mais se pose la question du lapin. Est-ce que vous avez une idée de... On a un petit décalage. Alors le lapin, pas du tout. Pourquoi un lapin entre la poule, l'œuf et les cloches? Non, franchement, je vois pas, Marianne.
Alors là, eh bien, ça vient de nos amis germaniques. Eh bien, parce que le lapin, c'est l'emblème de la déesse de la fertilité. Et en fait, c'est le lapin qui cache les œufs. Donc, on fait le lien entre l'Alsace et la Lorraine, qui sont très proches de chez nous, et en tout cas de l'Allemagne. Et du coup, par influence, par répercussion, eh bien, c'est arrivé jusqu'à chez nous, le lapin. Et donc, tout est arrivé. Nous voilà avec tous nos œufs, nos cloches, nos lapins et notre poule. Avec tout notre poulailler au complet. Bon, ben super, oui. Merci pour ces explications, Marianne. Alors, du coup, nos chocolatiers également représentent ces petits animaux et autres symboles dans leur boutique pour notre plus grand plaisir et pour tous les gourmands. Et vous avez fait une petite sélection, justement, des chocolatiers locaux. Oui, exactement. Et parfois, ceux qu'on connaît moins. Donc, je vais d'abord commencer par Marc Pavalessa, qui est à Rousset. Ouais. Donc, il travaille vraiment, il fait tous ses chocolats maison. Donc, à la fois, donc, il se fournit dans une maison française et une maison suisse, donc pour le chocolat au lait, de la friture. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces beaux petits lapins stylisés assez modernes. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et bien sûr, tous les traditionnels, pour les enfants. On dirait qu'ils sont en 3D un petit peu, justement, à facettes, ouais, très jolis. Oui, exactement. Donc ça, c'est vrai que voilà, c'est une petite distinction que je trouvais sympathique à vous proposer. Ouais. Après, on va du côté de Venelle avec le moulin du cacao. Et donc là, eh bien, c'est Daniel Hénard qui prolonge une tradition de 50 ans entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est super joli. Il est fils de pâtissier et toute sa famille est partie s'installer en Côte d'Ivoire. Et donc, il a souhaité prolonger cette histoire. Et il se définit comme un théobromeur. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Pas du tout. En tout cas, c'est très, très joli, très original et parfaitement réalisé. Non, dites-nous, Marianne, qu'est-ce que ça signifie? Alors, un théobromeur, c'est un fabricant de la boisson des dieux. La boisson des dieux, c'est le fameux chocolat. Alors, sa spécificité, lui, c'est qu'en fait, il maîtrise toute la filière puisqu'il a des plantations en Côte d'Ivoire. Donc, il suit vraiment tout le travail et il travaille la pâte de cacao et le beurre de cacao. Donc, il fabrique vraiment tout de A à Z. C'est vraiment sa spécificité qui est unique dans notre région. Donc, ça vaut le coup d'aller découvrir son travail. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à la Côte d'Ivoire, rassurez-vous, il y a ce concept boutique à Venelle. Merci Marianne. On a quelques petites secondes pour terminer rapidement avec une dernière sélection. Un tout petit peu plus loin, c'est Franck P. Aman. Lui, sa spécificité, c'est qu'il propose du chocolat bio et sans gluten à partir d'exploitation équitable au Pérou. Bon, voilà. Super en tout cas. C'est magnifique tout ça, ça donne vraiment envie. On a hâte justement de se procurer ces beaux chocolats et bravo à eux pour ces créations vraiment originales. Merci Marianne, on vous retrouve la semaine prochaine, on vous embrasse. Salut. Avec grand plaisir. On parle encore de chasse à l'œuf, je pense. Super. Ça donne envie, hein? Ah oui. Oh là là. Ah ouais. Des créations Absolument. magnifiques. Non, mais c'est magnifique en plus. Ouais, c'est magnifique. Allez, moi, alors après les chocolats de Pâques, j'ai hâte de connaître la recette de votre vinaigre de sirop. Pour digérer. Est-ce que c'est détox, le vinaigre de sirop? Alors, de sureau. Tous les vinaigres en général sont détox. C'est vrai? Mais le vinaigre de sureau, en plus, est très 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 bon pour les petites cures d'amaigrissement, d'amincissement. Et après Pâques, ça tombe super bien. Pâques. Et puis, écoutez Alexandre, là, il faut se régaler. La vie est courte. Oui, donc c'est pas parce qu'on mange le chocolat entier, ça va quoi. Voilà. Oui, c'est pas bien grave. Voilà. Vous avez bien raison, Catherine. Alors, ce sureau, vous nous rappelez un petit peu quelles sont ses propriétés? Alors oui, ce sureau est le sureau noir, parce qu'il est hyper important de ne pas le confondre avec le sureau qu'on nomme également Yelb, et qui est une sorte de sureau qu'on trouve au bord des talus. Vous avez vu un peu comme elle en connaît des choses, Catherine, elle a une science, mais alors dans les endroits incroyable. Un petit peu humides et qui est excessivement toxique. Ah oui, donc il ne faut surtout pas choisir celui-là. Donc il ne faut surtout pas choisir celui-là. Nous, on parle de notre joli sureau qui est partout. On le trouve où? On le cueille nous-mêmes ou on va l'acheter? Alors, il y en a vraiment partout chez nous, dans la campagne, dans les vieux jardins. Voilà, on voit la photo. Le sureau, vous savez, il a des petites baignoires oui. Qu'on utilise également pour plein de choses, sauf que jamais
on le mange comme ça quand on le ramasse. Il faut toujours le faire cuire. On en faisait des confitures. Et là, c'est blanc. Et ça, c'est la fameuse fleur de sureau qui forme un petit bouquet. Et c'est avec ça qu'on va faire le vinaigre. Donc, on attend qu'il soit en floraison. C'est maintenant. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, parce que les fleurs durent très peu de temps. Il faut les cueillir quand elles viennent juste d'être épanouies. Le matin, si possible. Précipitez-vous demain matin, trouvez un sureau sur votre chemin et coupez les feuilles délicatement. Les fleurs, donc on les coupe très délicatement. On va garder, on va essayer d'enlever les petites tiges. On va prendre un bocal. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Hein. Non. On va mettre une poignée de nos jolies fleurs de sureau dans le bocal. On va un petit peu tasser. On va remplir de vinaigre d'alcool. Regardez comme elle est jolie, ma recette. Magnifique, elle est très belle. On va remplir de vinaigre d'alcool. On va fermer hermétiquement le bocal, qu'on va laisser macérer pendant 14 jours à température ambiante, en prenant bien soin de remuer le bocal chaque jour. Et après, vous pouvez les vendre sur Frash. Après, on les vend sur Frash. Ah, je m'en suis souvenu. Frash. Voilà, vous voyez, Frash. C'est pas si compliqué. Frash. Et donc, après, on filtre. Alors, on ne s'enquiquine pas. Hein. Soit on prend un morceau de papier absorbant qu'on met dans un entonnoir, c'est le plus simple. Oui. Voilà, donc on filtre bien, on conserve en bouteille et à l'ombre jusqu'au printemps prochain. Donc, il se garde un an sans problème. Absolument. Et notre vinaigre de sureau va épater nos copains parce qu'on va en mettre dans la salade, on va déglacer les viandes. Oui. De quelque couleur soit la viande, et on va s'amuser à faire plein de choses avec notre fameux vinaigre de sureau. Et si on a la chance d'avoir un sureau dans le jardin, ou si on a des copains qui ont un sureau chez eux, on va pouvoir faire plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'avec les fleurs, on va aussi pouvoir faire des tisanes qui avaient la réputation d'être excellentes contre la toux, contre les légers maux de tête. Vous savez que les remèdes de grand-mère, c'est fait pour soulager, pas pour soigner. On est bien d'accord. Hein. Donc, pour soulager de légers maux de tête. Sous l'Antiquité, on utilisait également beaucoup l'eau de sureau. Vous savez, ce sont les fameuses eaux de fleurs. Tiens, si vous voulez, la semaine prochaine, on parlera justement des eaux de fleurs et des vinaigres de toilette. L'eau de rose notamment. L'eau de rose notamment, mais pas que. C'est-à-dire que c'est la plus connue, mais il y en a plein d'autres. Donc, l'eau de sureau est excellente pour éclaircir le teint. Comment on la fabrique? Alors, on fait bouillir de l'eau. Quand l'eau bout, on jette, toujours pareil, une bonne... Mais on va faire bouillir l'équivalent d'un bol. On ne va pas faire bouillir 2 litres. Hein. Il faut toujours que les fleurs soient fraîches. Hein. Oui, là, on en profite. Cueillir fraîchement. En revanche, on peut cueillir nos fleurs, les faire sécher sur un papier journal et les conserver pendant 1 an, jamais plus, pour faire des tisanes. Donc les tisanes ou notre fameuse eau de fleurs. Donc on fait bouillir l'équivalent d'un bol d'eau, de source si possible. Lorsque l'eau bout, on éteint, on met une petite poignée de fleurs de sureau. Là, on peut laisser les tiges, hein, c'est pas grave, on n'en met pas 4 ou 5. On couvre et on laisse comme ça jusqu'à complet refroidissement. Là, on ne s'enquiquine pas à filtrer très bien parce qu'on s'en fiche. On va enlever nos fleurs, on va le filtrer grossièrement et on va, pareil, conserver en bouteille et au frais. Et le soir, on va s'en servir exactement comme on se servirait d'une lotion. Alors, ça décongestionne un petit peu? Alors, ça éclaircit, celle-là, elle éclaircit le teint. D'accord. Et elle va aider à finir de nettoyer le visage, tout en adoucissant, etc., avant de mettre notre crème ou tout simplement de goût d'huile d'olive. C'est pareil. Hein. Et en tisane, ça sert alors, à quoi en tisane, elle sert à un petit peu d'épurer l'organisme et en cure d'amincissement. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de petites gélules qu'on achète hors de prix, dans lesquelles il y a de la fleur de sureau. D'accord. Ce qui est quand même incroyable. Mais en plus, avec notre fleur de sureau, on cuisine, on fait des choses formidables. Vous faites des tisanes, vous, à base de sureau? Ça vous est déjà arrivé? Alors, vous avez pas déjà à base de sureau, du sureau, mais du coup, c'est vrai que c'est tentant. Alors, des beignets de fleurs de sureau. Nous, on connaît les beignets de fleurs de courgette. J'adore ça, moi. Donc, essayez les beignets de fleurs de sureau. C'est bon?
Ah, moi, j'en fais et c'est génial. Oh. C'est trop bon, quoi. En plus, c'est rigolo. C'est délicieux, de chez Délicieux. Bonne idée, je vais essayer. Il ne faut pas se planter d'arbre. Hein. Oui, bah juste. Non, alors il ne faut surtout pas se tromper d'arbre. Je vais partir avec ma photo comme ça pour aller à la recherche du sureau. Par exemple, il y a un arbre qui s'appelle le Troène, dont les fleurs pourraient ressembler aux fleurs de sureau. Donc il ne faut pas se tromper. Ne nous trompons pas. Bon, peut-être qu'on retrouvera ce type de produits dans quelques mois, qui sait, sur Frash, des produits assez naturels. Je l'espère, oui. Ça correspond en tout cas à ce qu'on veut mettre en avant. Et on compte sur vous. Hein. On veut un site magnifique avec plein de produits français. Il y en a déjà pas mal. Alors bossez, hein, ne vous arrêtez pas. Hein. Mary Boss, merci beaucoup Catherine. On retrouve vos recettes dans vos livres. Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Beauté, santé, maison. Et dictionnaire des savoirs et pratiques de la sagesse populaire. Voilà, merci, à la semaine prochaine. Mais merci à vous. Merci Yann d'être venu nous voir. Frash, donc allez y faire un tour. Et puis demain, eh bien, si vous manquez de temps pour vous plier aux tâches ménagères et notamment le repassage, je suis sûre que vous détestez ça, vous. Je déteste. Eh bien voilà, on va vous trouver une solution. Vous verrez avec une entreprise locale qui s'en charge pour vous. La recette de Carole qui nous proposera une salade de Pâques. Et puis les conseils de notre coach sportif Grégory Mostacci qui viendra nous rendre visite. Voilà, merci de nous avoir suivis. Soyez au rendez-vous. À demain, bien évidemment, dans C'est le Sud. Ciao, ciao.